Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation d'un film que j'ai beaucoup aimé, I, Tonya ou Moi Tonya en français, sorti en 2017 aux États-Unis, en 2018 chez nous, un film de Greg Gillespie ou Gillespie, oh yeah, avec Margot Robbie, Sebastian Stan et Allison Janney entre autres. C'est un film qui a coûté 11 millions de dollars, il en a rapporté environ 30, il dure à peu près 2 heures et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? De quoi ça parle? Eh bien c'est l'histoire de Tonya Harding, une patineuse artistique de renom pour avoir percé en faisant une figure particulièrement compliquée, la figure du triple axel, c'est-à-dire faire 3 tours en l'air avant de retomber sur ses pieds dans des compétitions. C'est donc une histoire vraie d'une personne qui a vraiment existé, mais qui a eu un nombre incalculable de problèmes, dont entre autres un incident, comme ils disent dans le film, un scandale avec une rivale, Nancy Kerrigan. Donc ce film, ce biopic va prendre parti. On est plutôt de son côté de l'histoire. Ce n'est pas un biopic qui va raconter le destin général de ce qui s'est passé dans cet incident qui fut, je crois me souvenir de ce que j'ai lu, vraiment quelque chose de très médiatisé aux États-Unis. En France, je ne pense pas que c'était très médiatisé. C'est la première fois que j'entends le nom de Tonya Harding. Mais ce film va vraiment se concentrer sur elle et sur l'idée de montrer en fait de quoi elle est capable, et que même si on vient d'un environnement défavorisé, on peut quand même coiffer au poteau au niveau sportif des gens qui sont bien plus, comment dire, propres. L'idée de white trash est ici présente, mais des gens qui sont bien plus propres, et elle va se battre pour pouvoir continuer à exercer et pouvoir aussi continuer à exister, à être aimé, parce que l'enjeu de ce personnage, c'est être aimé avant tout. Donc ce film va se concentrer sur ça, et je peux vous dire que il a des grandes aspirations, ça se sent tout de suite, et j'ai beaucoup aimé. Ça fait une très bonne surprise, je m'y attendais pas. Vous savez, vous regardez le film, vous dites et en fait le film il vous rattrape progressivement avec plus ou moins d'entrain en fonction des différentes scènes. Il y a beaucoup de scènes dans ce film, nous allons voir ça ensemble. Écrit suite au visionnage d'un documentaire sur le patinage artistique qui parlait entre autres de Harding, le film ne s'intéresse pas à faire entendre les deux parties de l'histoire du grand incident. Ce n'est pas le but du film de parler de ce fameux scandale, mais peut-être plus ce qu'il y a autour de cet incident. Ce qu'on peut fantasmer précisément, ce qui n'est pas clairement défini dans les faits au procès. Et puis l'histoire est encore aujourd'hui assez floue, hein. Donc on a une partie où nous présentons le personnage, ses ambitions, son évolution, et la deuxième partie concentrée sur l'après-accident, la pression médiatique et aussi la pression émotionnelle sur le personnage. J'étais un petit peu moins fan de la deuxième partie puisque elle met beaucoup plus en scène son mari et l'espèce de garde du corps, un espèce de gros là, absolument affreux et idiot, qui croit être un agent secret. Enfin, c'est une aberration, et il paraît que c'est vrai. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Les gens dans ce film sont complètement fous. Je suis un petit peu moins fan parce que je trouvais qu'on perdait en fait l'idée de biopic pour se concentrer sur un fait divers plus que sur le personnage. Ça m'a un petit peu refroidi, mais ça reste de qualité. Le film essaie de nous donner une image plus nuancée de la personne, à la différence des médias de l'époque qui se sont déchaînés sur Tonya Harding. Bien sûr, le white trash, donc pas correct avec l'Amérique morale, n'est-ce pas? Cette même Amérique qui, dans les films de Carpenter, était clairement dénoncée comme trop élitiste, trop à droite, hein, voilà. Donc on est vraiment dans cette optique-là. C'est un film politique, puisqu'on parle quand même d'une figure qui est politiquement pas engagée, mais clairement, on va dire, inadéquate avec l'Amérique morale. Donc le film, ce biopic, devient film politique.
encore plus quand on a aujourd'hui à sa tête un président qui est même pas un président, ce n'est pas un président, c'est un clown, le Trump. On montre bien à travers la compétition la misère et l'économie qui pèsent sur le fil qui lie les classes sociales entre elles, la distance qui se creuse entre elles et qui crée des déséquilibres entre les différents prétendants quand on parle de patinage artistique dans le film. Donc c'est un film sur des gens pauvres, hein, qui n'ont pas grand chose pour eux, mais qui vont essayer quand même de faire quelque chose pour se sortir de leur misérable vie. C'est plutôt violent. Alors bien sûr c'est compliqué de faire le tour de ce film, de parler de ce film, parce que c'est difficile d'en juger l'importance sur une discipline si spécialisée et une figure sportive bien sûr qui est américaine, qui n'est pas européenne. Et puis au-delà de ça, de cette idée de ce personnage, il y a des choses moi qui me dépassent. Les affaires d'accent, parce qu'il semblerait que ça a posé problème dans le film. Les affaires d'accent et bien sûr l'histoire du sport américain. Alors moi je suis complètement largué, donc je ne considère le film uniquement pour ce qu'il veut nous raconter et pas pour tout le contexte que les Américains fans de sport d'hiver et fans de patinage peuvent connaître sur le bout des doigts. Le film prend l'apparence d'un mockumentary. Sur mes notes, j'ai marqué un mockumentary. Le caméflex! C'est un documentaire, on va dire, parodique, avec des interviews des personnages principaux et secondaires de l'histoire, qui fragmentent le film, qui donnent du recul aussi sur ce qui se passe. C'est un film aussi qui brise le quatrième mur assez constamment. Dans la même prise d'une action ou de quelque chose qui est dit, eh bien on a le personnage qui se tourne vers la caméra pour dire souvent son contraire ou acquiescer. Elle fait une action, elle se tourne vers la caméra pour dire qu'elle n'a jamais fait ça, hein, dit-elle en chargeant son fusil et en tirant sur son mari. Voilà. Ah mais j'ai jamais fait ça, hein. Voilà. On met du comique dans une histoire pathétique. Il y a peut-être un problème quelque part, c'est-à-dire que on ne respecte pas la teneur de l'histoire. Il y a quand même une putain de violence domestique, hein, un abus parental, c'est une histoire dépressive et on rajoute du comique dessus pour enjailler tout ça, alors que franchement, j'allais dire c'est pas nécessaire. C'est nécessaire, mais je trouve que ça trahit l'essence de ce qui se passe. Ce n'est pas gênant pour le visionnage, mais j'aime bien les choses dramatiques. Alors là, j'ai eu des petits à-coups pendant le visionnage du film. Dans l'absolu, ça marche, mais on parle quand même de violence domestique assez forte, hein. On nous fait passer ça pour une blague. Moi, ça coince un petit peu, j'ai un peu de mal avec ça. Tout en rajoutant, bien sûr, des choses aberrantes. On ne sait jamais si les personnes interviewées parlent sérieusement ou ironiquement. Et je crois que c'est un peu tout le va-et-vient qu'essaye de faire le film. Les interviews de Tonya et de Jeff se contredisent. Et à un moment, ils sont en train de dire ensemble une phrase « Je ne peux pas faire les Olympiques sans toi ». Les deux le disent ensemble, mais ils le disent d'une façon extrêmement opposée. D'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, ils le font en split screen, c'est-à-dire qu'on a l'écran coupé en deux et on a d'un côté Jeff, le mari, et de l'autre côté Tonya. Et on a Jeff qui est tout content de savoir qu'elle a besoin de lui. Elle dit ça un peu en serrant les dents, en disant oh, putain ce con quoi. Voilà, c'est quand même assez incroyable parce qu'elle a besoin de lui pour les médias, parce qu'il faut représenter un couple modèle, la famille modèle, voilà. Donc, et elle irait toute seule, ça marcherait pas. Donc voilà, elle avait besoin de lui pour représenter au moins un couple, pour essayer de caler à cette Amérique morale qui la pressurise. Donc c'est vraiment pression médiatique importante dans ce film, même si les médias sont pas forcément marqués, mais quand même présent. Le film souvent prend aussi le contre-pied au niveau des images. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une situation et l'image suivante, eh bien, c'est le contre-pied total. On a quelqu'un qui dit « Oh, mais j'ai jamais dit ça !» Et l'image suivante, il dit exactement ce qu'il devait pas dire. Voilà. Encore une fois, des procédés comiques qui font jouer le film sur une frontière entre ce qu'a écrit le scénariste et les faits réels. Au final,
c'est pas plus mal, puisque ça voudrait dire que le script est rebelle, comme le personnage. Ça, c'est Margot Robbie qui avait dit ça en interview, dans une espèce de masterclass quand elle faisait la tournée des médias. Elle disait que le script était rebelle comme le personnage. Et je trouve qu'il y a une sacrée lucidité dans son propos. Je trouve que oui, le script est intenable. Le script est chaotique. Et dans l'absolu, c'est un très très bon point. C'est-à-dire qu'elle se rebelle un peu contre la forme classique du patinage, comme le biopic se rebelle contre la forme classique du biopic. Dans l'absolu, c'est une correspondance parfaite au personnage, le script. Il y a ce va-et-vient entre la violence, le drame, le ton plus léger. Vous allez vous marrer jusqu'à ce que ça vous fasse mal. Hein. Une violence de mystique au fusil à pompe, c'est vachement dramatique. Mais la scène est comique. Vous avez des situations absolument idiote, incompréhensible, un mec qui peut pas passer par une porte vitrée, il casse la vitre avec sa tête, une aberration, voilà. Et c'est en cela qu'il y a certaines fois des critiques qui ont comparé le film aux travaux des frères Coen. Par certains instants, il y en a d'autres qui ont dit que ça ressemblait à du sous-David O. Russell, par instant aussi, mais je pense pas que ce soit à limiter à ce niveau-là, quelles que soient les références. On peut y voir des influences, mais tout de suite catégorisé comme étant sous ceci ou au-dessus de cela, je trouve que c'est assez sectaire. Enfin, je trouve que c'est un petit peu violent de le procéder comme ça. Mais je pense que si vous connaissez le cinéma de David O. Russell et que vous connaissez le cinéma des frères Coen, vous aurez des petits instants qui vous plairont peut-être. Ce film est une adaptation d'une vie. Ce film est aussi rebelle contre sa forme classique, mais c'est aussi un film qui est prévu pas forcément pour des grands élans de mise en scène, mais avant tout pour des jeux d'acteurs. C'est un film d'acteurs. Enfin, ce que moi je considère des films d'acteurs où vraiment ce sont les situations représentées par les dialogues qui vont faire la plus-value du film. C'est un film sur les rapports de force tendu entre les personnages, avec Margot Robbie en tête. Elle apporte une variation de plus à sa gamme de personnages, puisqu'on a tendance à la présenter comme, voilà, j'allais dire la bimbo, mais c'est un peu, voilà, la femme aguichante qu'on a dans Le Loup de Wall Street, ou encore dans Focus, que beaucoup de gens oublient, alors que c'est plutôt un film bien foutu, avec acteur Will Smith, Margot Robbie qui joue très bien. Je trouve qu'avec ce film-là, elle étend son savoir-faire et ça la fait sortir aussi de son rôle de greluche, avec une gamme d'émotions, des variations, des gestes. Vraiment, tout ça, c'est très très bien pour elle. Elle apporte vraiment la variation à ce qu'elle pouvait offrir jusqu'à maintenant. Sachant aussi que ça permet aussi de jouer sur la scène indépendante, alors que elle a fait du gros blockbuster là avec Suicide Squad, ça l'a pas forcément servi, mis à part encore une fois pour la touche sexy jeunesse. Mais ça maintenant avec Aitonia, on s'en éloigne. Je trouve que c'est merveilleux parce que c'est une actrice qui est avec ce rôle versatile. Elle passe par plein de stades, plein d'émotions. Elle joue quand même un personnage de l'adolescence à ses 40 ans, c'est énorme, même si à l'adolescence, je n'étais pas forcément convaincu. La performance de Margot Robbie reste très impressionnante. Mais l'actrice n'est pas une patineuse, ce n'est pas une sportive, elle peut faire tous les travaux physiques qu'elle veut, elle ne pourra pas faire aussi bien qu'une patineuse qui s'entraîne depuis des années. Donc on a une actrice qui a une silhouette qui ne correspond pas à la silhouette de Tonya Harding, et ça peut poser un problème. Donc la costumière a pensé peut-être mettre des rembourrages dans le costume de l'actrice. Le problème, c'est que c'est compliqué de patiner avec les rembourrages, parce que nous pouvons voir dans les quelques morceaux de tournage que Margot Robbie
est quand même sur la glace et fait certains mouvements de patinage. Et quand on a plein de rembourrages de tous les côtés, c'est un peu compliqué. Donc l'actrice a changé ses formes au niveau des épaules, des hanches, et bien sûr, elle a fait de l'exercice pour prendre un peu de muscle. Mais c'est difficile hein, de patiner, voire même d'être physiquement comme Tonya. Quand vous regardez les vidéos, c'est une femme qui est impressionnante, c'est pas quelqu'un de maigrichon. Voilà, on ne peut pas rivaliser avec quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie, surtout que Margot Robbie n'a eu que 5 mois, bon ça varie en fonction des articles la durée, 5 mois, 4 mois, j'ai plus trouvé souvent 5 mois d'entraînement pour le patinage avec une coach très réputée pour faire apprendre, non pas à Margot Robbie des super moves de fou, et même si elle devait quand même lever la jambe en étant en patin sur la glace, mais pour donner au spectateur la sensation qu'elle est à l'aise, qu'elle a patiné toute sa vie, donc c'est juste donner l'impression au spectateur. Et cette impression, ça se travaille par les gestes, le mouvement du corps quand on se balade, qu'on fait simplement une traversée sur la glace pour aller rejoindre d'un point A à un point B. Il faut qu'on ait l'impression que ce n'est pas une débutante, que c'est quelqu'un qui a beaucoup patiné. Donc ça, c'est un travail qu'a opéré l'actrice. L'illusion est quasi totale, quasi parce qu'il y a une petite nuance, je vous en dirai un peu plus dans tout ce qui est mise en scène et production. De ce que j'ai lu sur le personnage de Tonya Harding, c'est une des seules femmes dans le monde à avoir pu faire un triple axel, donc cette figure de patinage très très compliquée. Encore moins de femmes ont réussi à le faire depuis Tonya Harding, donc c'est-à-dire depuis environ 25 ans. Donc c'est quand même quelqu'un qui a été très courtisé pour cette performance, mais ce fut aussi un punching ball médiatique, une véritable victime dont le film retrace un portrait un peu déformé par la fiction, le fantasme du scénariste, mais qui reste quand même un portrait d'une victime qui prend sa revanche sur la glace. Dès qu'elle est sur la glace, on sent qu'elle a de la puissance et qu'elle est libre. Dans un sens, et bien sur la glace, elle fait ce qu'elle veut, et elle fait des triple axel, et les autres, elle les emmerde. Hein. C'est vraiment, j'ai fait un triple axel, fuck them all. Hein. Il y a beaucoup de jurons dans le film. Hein. La fille manque d'éducation, clairement. Les parents, il y a un père qu'elle aimait bien, mais qui est parti, et la mère, c'est une tortionnaire. Voilà ce qui arrive quand on a des gens qui sont bourrés de talent, mais qui sont très mal encadrés par ses proches. Sa coach, au début du film, devait presque faire le boulot de sa mère, et Tonya ne s'en est pas rendu compte, et en cela, le film est très cruel, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déballage de mélos violents. Par exemple, ce qu'on aurait pu imaginer comme mélo-violence, c'est un moment, elle n'arrive pas à faire le triple axel, elle tombe, elle glisse sur la glace. Mais le film ne va pas s'arrêter sur cet instant, le fait qu'après elle va se relever et qu'elle sait qu'elle est vue par tout le monde. Non, 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 on a la chute, après la chute est reprise par une voix off, donc de la personne interviewée, comme je vous le disais, le mockumentary, et après on passe sur une autre scène. Donc ça donne vraiment pas cette sensation qu'on va particulièrement victimiser la personne, et ça va pas être lourd, il n'y aura pas l'injustice qui va nous éclater à la figure. Donc ça, c'est une précaution que j'ai particulièrement aimée, parce que je déteste l'humiliation, et je déteste aussi la voir, et dans un sens la subir avec le personnage dans le film. Et là, ça aurait été un énorme moment d'humiliation, et le réalisateur a décidé de vite le passer sous silence, et ça c'est plutôt agréable pour le spectateur, puisque le film est déjà assez violent comme ça. Quand on commence, on la voit dans sa cuisine, elle a 40 ans, elle a l'air un peu misérable, hein, elle est en train de déployer sa vérité devant nous. Tout ce qu'elle voulait, c'était patiner, et à la fin du film, c'est un crève-cœur, parce qu'on lui dit qu'elle a l'interdiction de patiner officiellement dans des compétitions. Elle préférait même aller en prison, mais continuer à patiner, c'était sa raison de vivre qui lui est refusée. Alors ce n'est pas une femme forcément très lisse, et c'est peut-être ce qu'on lui reproche, hein. Elle ne rentre pas dans le moule, hein, vous savez,
là où elle est, il y a des mythos, des gens insensés, des gens colériques, belliqueux, violents, des gens qui ne savent pas ce qu'ils disent, ce qu'ils font ou ce qu'ils veulent. C'est complètement délirant. Il y a un dialogue par exemple avec un des juges qui regarde les performances des sportifs et le juge lui dit qu'elle ne correspond pas à l'image du champion qu'il voudrait véhiculer. Et c'est ça pour tout. Absolument tout, et j'entends pas seulement pour le film, mais également pour ce qui se passe dans notre vraie vie. Il faut la belle image, bien sûr, pour représenter une classe politique, pour représenter, je sais pas moi, quelqu'un qui a percé dans la chanson, dans l'art, et bien sûr aussi, ça s'applique à YouTube. Vous voyez ce que je veux dire par là? Non mais c'est ça, non mais ce genre de principe, l'image médiatique consensuelle ou acceptée standard, classique, ça on le retrouve partout. Et également, ça n'échappe pas à Internet. Même si Internet se veut underground, elle est peu à peu rongée par le puritanisme et les bonnes mœurs. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette femme, elle n'avait aucun intérêt à s'habiller en princesse et à danser sur Beethoven, sur du classique. Elle voulait tout simplement libérer ce qu'elle avait sur le cœur et en même temps savoir un peu éclater les autres parce qu'autrement elle n'a pas grand chose pour elle. Donc c'est vraiment le patinage, c'était sa seule façon de me prouver qu'elle avait quelque chose à dire, de quelque chose à faire. Montrer aussi que même si elle est issue d'une famille qui n'avait pas d'argent, elle pouvait quand même remettre les autres à leur place. Et moi j'aime beaucoup une scène, c'est une toute petite scène où on la voit faire de la chasse et après elle regarde son père commencer à couper, je crois que ce sont des lapins ou un truc comme ça, et à aligner un peu les peaux de bêtes, et le plan suivant on la voit avec un manteau de fourrure qui arrive comme ça à l'école. Et elle fait des fucks aux autres petites filles et moi je trouve ça trop génial. Franchement, ce plan-là résume bien l'idée du film, je trouve. Et il y a une autre séquence, c'est cette séquence qui m'a décidé à vous communiquer à propos du film. C'est une séquence de patinage sur le thème de Sleeping Bag de ZZ Top, qui est une sorte de mash-up de ce que fait Tonya Harding, qui déplaît au juge, bien sûr, déjà la musique, mais le costume, la coiffure, l'impétuosité de la personne. Et cette séquence, c'était un coup de tonnerre et un coup de cœur aussi. Déjà, j'aime beaucoup ZZ Top, donc forcément, quand j'écoute ça, moi, je pars dans les étoiles. Et oui, cette séquence, elle m'a vraiment très impressionné. Généralement, tous les moments de patinage dans le film sont très bien fait. C'est aussi pensé en interne, c'est-à-dire que quand vous voyez un show de patinage artistique, ce sont des caméras qui sont à l'extérieur de la zone de sport, de la zone de performance. Ce ne sont pas des gens qui sont sur la zone et qui patinent avec la personne. Et ici, nous avons un point de vue interne, c'est-à-dire qu'on essaye de faire vivre, en tout cas aux spectateurs, l'impression que peut avoir le patineur à performer. Dans la vitesse, le mouvement, la virtuosité, la poésie, tout ça est perceptible par la mise en scène du réalisateur. Et quand elle patine, on sent qu'elle veut tout simplement être aimée pour ce qu'elle fait, pour son talent. Et puisqu'elle n'a jamais été vraiment quelqu'un d'aimé plus de quelques secondes, c'est quelqu'un qui est très très frustré dans le film. Comme ça commence d'ailleurs par les frustrations par rapport au score. Elle est très peu encouragée par son entourage, ses proches, sa famille bien sûr. Elle reporte du coup ses frustrations d'une façon assez injuste contre celle qui ne veut que son bien, sa coach. Donc c'est vraiment un moment, c'est compliqué quoi. Le film montre vraiment le talent qui peut être corrompu, une mère tortionnaire, un mari brutal qui est éventuellement à ruiner sa carrière, même si de ce qu'on nous montre dans le film, elle a été poussée à la compétition par sa mère. Elle a laissé une forte impression dans le milieu du patinage artistique. Ça fait penser un peu à, vous savez, ces petits génies qu'on voit des fois sur le web, des gens genre à 4 ans, vous savez, ils savent faire du piano à fond et tout ça. Ces petits génies qui ont un tout petit âge et qui ont vraiment du talent, mais qui pour moi, je trouve, ont loupé en fait une vie normale et vont devenir peut-être, ça dépend, mais fort probable aussi, des attardés
des sociaux, c'est-à-dire des gens qui sont dans des bulles et qui ne font rien d'autre que ce qu'ils font le mieux, qui n'ont pas d'autre raison de vivre parce qu'on leur a ôté justement un début de vie normal. C'est là où justement on se construit le plus. Donc il y a des parents qui choisissent de construire l'enfant en fonction d'une chose et uniquement d'une chose. Et du coup, ça peut créer des gens comme Michael Jackson. Ce sont des virtuoses de la musique, mais en attendant, ce sont des gens aussi extrêmement déséquilibrés. Donc, moi, je trouve que c'est assez cruel de le fonctionner comme ça. Et quand moi, je vois des petits gamins de 4 ans, moi, je les plains, parce que c'est peut-être des enfants qui ne vivront pas comme des enfants, qui enchaîneront les répétitions, les pianos, la musique et tout ça, et qui, en fait, ne vivront pas comme des enfants normaux. Et Tonya Harding a vécu d'une certaine façon, un petit peu comme ça, et a loupé le coche en fait d'une vie plus équilibrée, et l'entourage ne l'a pas aidé, ça c'est certain. J'ai parlé du personnage de Tonya Harding, mais elle n'est pas la seule à valoir le coup d'œil dans ce film. Il y a aussi la mère tyrannique, jouée par Allison Janney, qui est absolument sinistre. Elle est assez horrible, hein. Personne ne souhaiterait une mère comme elle. Elle intimide Tonya comme c'est pas possible. Elle est enchaînée à sa cigarette. Déjà la corruption par la cigarette, mais aussi la corruption par l'esprit, tout en étant elle-même un être corrompu. Il y a une scène qui est assez parlante à la fin du film où elle arrive, dans un sens elle dit qu'elle est désolée, qu'elle soutient sa fille et tout ça, elle bien sûr elle la prend dans ses bras, et après sa mère lui demande « Oh mais finalement est-ce que c'était toi qui a attaqué Nancy Kerrigan ?» Et Tonya se rend compte qu'il y avait un enregistreur dans sa poche parce qu'après elle aurait vendu les informations aux médias, bien sûr, pour de l'argent. Alors voilà, c'est un être complètement corrompue jusqu'à la moelle. Elle paye un mec pour insulter sa fille avant une compétition parce qu'elle sait que quand elle est énervée, elle fait du super bon boulot. Mais c'est de la démence, quoi. C'est horrible, c'est horrible. Vraiment, sa mère, c'est une sorcière. On parle d'ailleurs de malédiction dans le film, hein, littéralement. Elle engueule même son perroquet qui est en train de lui grignoter l'oreille parce que le perroquet, il a tout compris, hein. Il savait que c'était quelqu'un qu'il fallait tuer. Donc là, on voit le perroquet en train de lui grignoter l'oreille et elle stop it. Et il y a l'autre l'oiseau qui s'arrête tout de suite. C'est assez énorme, hein. Vraiment, le personnage est excellent. Et on a aussi le mari, Jeff, je crois, dans le film, qui est une brute. Et ça se voit dans le film. J'avais un petit peu peur que l'aspect brutal du mari ne soit pas tant que ça, mais si, il y a de la violence domestique. C'est vraiment une progression vers une brutalité et surtout un enchaînement, parce que vraiment le Sebastian Stan, il joue un mec qui est une véritable sangsue. Il la bat, après il revient pour lui dire qu'il est désolé, et à chaque fois qu'elle s'éloigne de lui, il revient la charge. C'est presque, on a pitié de lui quand il regarde la caméra au bout d'un moment avec un air de chien battu, et on a la caméra qui commence à sortir de la maison. Franchement, tu sais pas trop sur quel pied danser avec ce mec qui fait des kilomètres pour juste dire à Tonya fuck you, et finalement Tonya elle adore ce geste parce qu'elle est aussi brutale que lui, donc elle adore ce geste et elle se remet avec lui. C'est complètement fou cette relation. Le Sebastian Stan, eh bien, moi je me suis rendu compte bien après qu'en fait c'était le soldat de l'hiver. Comme quoi, ces acteurs qui jouent dans les Marvel et tout ça, c'est vraiment de la merde, parce que, en tout cas, on n'utilise absolument pas le plein potentiel de leur jeu d'acteur. Alors ça, je crois que tout le monde peut s'accorder à ça. Parce que Bucky, c'est vraiment de la merde, hein, la façon dont on joue le personnage, il n'y a rien. Ça juste, c'est une enveloppe physique qui fait des combats. C'est tout. Alors là, tu vois que le mec, voilà, il y a déjà en termes de visage, je trouve qu'il peut, dès qu'il a de la moustache ou de la barbe, il a tout d'un coup vraiment un nouveau look. Là, je l'avais vraiment pas du tout reconnu. Il y a un jeu excessif, il y a un jeu poignant, il y a des regards qui sont terrifiants ou terribles, hein, qui suscitent vraiment la pitié. Peut-être qu'il y a un manque de compassion parce que on est tellement tiraillé dans tous les sens que c'est très facile de se perdre, on n'arrive pas à se poser. Je pense qu'il y a un risque de non-empathie. Du coup, vous observez plus que vous êtes avec les personnages jusqu'à la fin où ça commence
s'étendre et on commence à apprécier le personnage parce qu'on a eu beaucoup de choses qui nous sont narrées avant. Mais je trouve que dans le milieu du film, c'est assez difficile d'être en empathie. Ça, c'est mon avis. Les regards caméra, qui sont des fois des regards de provocation, des regards aussi de détresse, n'arrangent pas l'affaire parce que dans la fiction, on n'aime pas être rappelé à l'ordre que c'est une fiction. Ce choix est contestable, c'est un choix ambitieux, c'est un choix original, je leur laisse complètement, mais moi j'aime bien quand je suis bien immergé dedans, je barbote dans le film, et je savais pas trop quoi penser, c'est très troublant, ça perturbe, le film il est perturbant comme le personnage de Margot Robbie est perturbant, et on a un mec, pour terminer sur les personnages, on a un mec qui s'appelle Sean, qui est un méga mytho, un gros fou qui veut jouer les durs, mais en fait qui est un pauvre minable. Encore une fois, c'est une galerie de personnages, tu te dis jamais ces personnes peuvent exister en vrai, et si ces personnes ont existé en vrai, il paraît que le film est quand même très fondé sur des choses qui se sont vraiment passées. Mais à ce point-là, c'est quand même fou, hein. Ils sont tous à voir, mais dans des optiques différentes, je devrais dire. Mais je pense que vous trouverez votre grain à mouler dans ce drôle de manège, dans son drôle de moulin qu'est Aitonia. Mais c'est un drôle de manège qui est sacrément bien fait. C'est une production indépendante qui n'avait pas beaucoup d'argent pour créer les ambitions qu'elle s'était données. Donc tournage serré, tournage d'1 mois, à ce que j'ai cru comprendre, c'est putain de short pour tout. Quand vous regardez le film, vous avez un nombre de scènes très impressionnant, et finalement tout ça en 1 mois, ça je le crois pas. Je peux pas croire que ce soit fait en un seul mois, c'est inimaginable. Alors bien sûr, j'avais regardé des choses concernant le tournage, c'est complètement fou, parce que les gars, ils avaient une production extrêmement serrée. Les gars qui jouent sur presque 20 ans d'existence dans le film, eh bien, les acteurs principaux devaient jouer leurs personnages à 20 ans le matin, 30 ans l'après-midi et 40 ans au coucher du soleil. C'est incroyable, franchement, les mecs, je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai pu voir en une interview où on disait que le réalisateur avait fait des publicités avant. Donc le mec tourne vite, il sait comment faire, il sait être méthodique et précis et rapidement. Ça leur a été bénéfique pour sortir un film de cette qualité en peu de temps, mais bien sûr, faut pas se leurrer, il y a eu de la pré-production très importante pour bien justement préparer déjà les personnages, les conditions physiques et aussi les séquences de patinage. Alors la première vraie séquence de patinage, la séquence qui m'a fait vraiment adorer le film, c'est celle avec la musique de ZZ Top. Je me suis dit que là, vraiment, le film avait capté l'énergie du patinage. Alors j'en ai fait un tout petit peu de patinage, vraiment pas du tout un niveau pro, pas du tout un niveau pro, mais j'en ai fait un petit peu, et de ce qu'on ressent quand on patine, c'est vraiment une impression de liberté et aussi de vitesse. Et là, franchement, cette scène de patinage, moi, elle m'a transporté. Oui, je me suis senti glisser, voilà. J'ai vraiment senti que le mec voulait qu'on aime ces séquences, comme des séquences d'action. Et là, on est avec le personnage par rapport aux retransmissions télé où on est à l'extérieur de la zone de sport, comme je vous avais dit. Ici, on est à l'intérieur. Donc, il y a aussi un choix, un angle, un point de vue, tout simplement, sur la performance sportive. Alors que dans les retransmissions télé, que ce soit patinage artistique, foot, basketball, on a souvent un point de vue du dessus, un point de vue général. Ils ont donc tenté de reproduire la hauteur, la puissance et la vitesse de ces sauts, de ces fameux triple axel, donc cette figure de patinage où il faut rester en l'air et faire 3 fois le tour de soi-même, c'est hallucinant. Alors sachez que, bien sûr, ils sont sur de la glace,
Ils n'ont pas utilisé un système de traîneau ou quoi que ce soit pour tourner. Il y avait un cadreur patineur qui était sur la glace et qui bougeait avec l'actrice ou avec les sportives qui ont été engagées pour faire les cascades, les figures les plus compliquées. Alors là, bien sûr, Margot Robbie ne pouvait pas faire ces figures-là, donc elles ont été effectuées par 2 patineuses professionnelles, Anna Malkova et Heidi Munger. Bien sûr c'est compliqué quand on a des patineuses qui pourraient le faire, mais qui sont très très rares. Alors je vous parle même pas des patineuses qui pourraient faire le triple axel, là c'est hors de question qu'on puisse les trouver comme ça, et la plupart bien sûr s'entraînent aux Jeux Olympiques et aux compétitions, et ne vont pas se risquer à faire des tournages de films et tout ça. Faire le triple axel c'était impossible, donc ils l'ont fait en digital. Mais il n'y a pas que le triple axel qui est digital, puisqu'il y a aussi les foules au gradin. Ils ont rajouté quelques people dans le voisinage quand on a les séquences de compétition. Bien sûr, après ça, on traite au son pour qu'il y ait aussi de l'importance sonore. Donc, à partir de 30-40 personnes, eh bien, ça devient tout d'un coup 1000-2000 personnes grâce au numérique. Et bien sûr, là, on a également un travail sur le visage de Margot Robbie qui a été créé numériquement d'une façon un peu contestable et qui permet après d'être mis sur le visage de la performeuse artistique avec bien sûr un travail de fond bleu ou bien sûr quand vous voyez les making-of, c'est assez fascinant. On voit que la performeuse, la sportive devait faire un saut à un endroit précis où il y avait un fond bleu qui permettrait après à l'équipe technique de faire des transitions et de faire le triple axel digital. C'est fascinant quand vous regardez. Et je crois qu'il y a une petite démo technique des effets spéciaux sur YouTube concernant Aitonia. Je vous invite à aller la voir. On se rend compte tout d'un coup qu'il y a beaucoup plus que simplement le visage mal fait que vous verrez, hein, que vous avez certainement vu de par le petit budget. J'excuse la maladresse, le fait que ça se voit, on leur laisse le courage de l'avoir fait. Voilà. Mais j'en veux pas au film pour ça. Parce que la séquence, elle est super bien. Ensuite, on va parler de montage un petit peu. Le film a été nommé, non pas nominé, mais nommé au meilleur montage aux Oscars. Il a gagné d'ailleurs le meilleur montage en film comédie à l'American Cinema Editors Awards 2018. Le film est devant Baby Driver en termes de comédie. Parce que tout le monde se pignole sur Baby Driver, il faudrait me dire pourquoi en termes de montage, parce que faire du clip, ça c'est facile. Mais faire ce que fait Aitonia en structure, c'est déjà plus ambitieux que Baby Driver, sachant que également Aitonia fait du clip, ce que fait Baby Driver. Mais après, il y a une voix off du présent qui vient commenter une image du passé qui est des fois contredit par l'image du passé qui repasse sur une voix off de l'image du passé. C'est un truc virevoltant. À certains moments, waouh, il y a des narrations qui se prennent en couches et ça, tout d'un coup, ça prend une dimension qui est formidable. Et en cela, moi, je serais presque même pas étonné que ce soit Aitonia qui ait l'Oscar du meilleur montage. Il y a un gros boulot dessus. Bon, je préférais que ce soit Dunkerque, mais je serais très content si Aitonia avait le meilleur montage, parce que ce serait mérité. Honnêtement, oui. Il y a un montage elliptique, parce qu'il y a quand même 20 ans de vie qui nous sont montrés, donc ça, il faut aussi le travailler. On a les temporalités avec les interviews, les images du passé. Il y a de l'ambition, il y en a plus en tout cas que Baby Driver. Alors je veux bien comprendre que chez les monteurs, ça a été plus intéressant parce que la narration est plus compliquée, ça c'est vrai. Après, il faudra voir avec l'Académie des Oscars. Moi, je ne serais pas étonné. Le film a beaucoup d'énergie. Il utilise beaucoup d'outils du cinéma pour faire exister son histoire et ses personnages. Des ralentis, des freeze frames, un montage alterné entre la chute du personnage à la fin. Encore une fois, une idée de montage. Hein. Un montage alterné entre la chute du personnage après un coup de gant de boxe, parce qu'elle a fait de la boxe après le patinage, hein, et le tournoiement des triple axel. Donc, on fait un lien, bien sûr, au ralenti avec le meilleur moment de sa vie et le moment le plus bas de sa vie, pour montrer vraiment qu'elle est passée par tous les stades et elle est épuisée. Qui a bien sûr aussi, maintenant que j'y pense,
elle est épuisée. Ça se voit, il y a une scène d'épuisement qui est formidable, formidable, je sais, j'utilise beaucoup le terme formidable, je pourrais dire épatant. Voilà, il y a une scène devant un miroir qui est épatante. Elle est comme ça devant le miroir et elle se laisse guider par ses émotions et on a un pleur parce qu'elle craque et en même temps elle doit garder le sourire parce que bien sûr il faut devant le jury faire bonne figure, donc on fait un grand sourire, mais c'est un sourire qu'on voit que c'est de la surface. Et ça me fascine, moi ce plan il m'a beaucoup touché et on sent qu'il y a une fragilité qui ne doit pas faillir à sa détermination. C'est fascinant, il y a beaucoup de choses qui se passent devant cette scène de miroir et elle dure longtemps pour voir le déchirement et l'envie de vouloir absolument faire ce qu'elle a à faire et en même temps elle a envie d'exprimer qu'elle devient folle parce qu'elle en peut plus et c'est merveilleux. Franchement ce plan il est merveilleux. Elle synthétise aussi beaucoup le film, c'est-à-dire que le film est incontrôlable et étouffant au bout d'un moment. Il y a vraiment l'idée d'enchaîner des tonnes de scènes pour donner l'impression que le film fait 3 heures. Ça aussi c'est une prouesse de montage et au final, dernier petit point, la musique qui est plus une suite de soundtrack qu'une véritable musique. C'est un peu perturbant parce que des fois le film se laisse guider par la musique clippée. Des fois c'est très réussi, le fameux plan qui est une espèce de plan séquence traficoté où on a Sebastian Stan qui est dans sa chambre, Tonya l'a quitté, et il se retourne vers la caméra avec un air de chien battu qui est, j'allais dire formidable, non, qui est épatant. Et on a la caméra qui commence à aller dans les autres pièces et on le voit comme ça en train de ramper comme un rat et prendre son téléphone pour essayer de la joindre. Et après il est désespéré et la caméra sort comme ça par la porte et on voit la caméra qui commence à se barrer de la rue. C'est avec la musique bien sûr, il y a tout un... Alors du coup là il n'y a pas de coupe. Enfin, quoique, il peut y avoir des coupes, mais c'est des trucs qui sont invisibles, puisqu'ils font des raccords avec After Effects et tout ça. Et c'est l'impression, en fait, de la musique qui va embellir ce plan séquence. C'est un clip sans être clippé. Mais autrement, la musique est plutôt invisible, je veux dire de la vraie composition. Hein. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas senti. C'est un film entre comédie et drame, il est très touchant, il est sur l'injustice. On a vraiment envie qu'elle s'en sorte pendant tout le film, parce qu'elle elle veut juste patiner et se faire aimer, c'est tout. Hein, et elle lui arrive des merdes, et surtout un entourage qui n'est pas digne de confiance, et qui l'a littéralement gâché, corrompu, comme je l'avais dit. C'est une histoire bien triste qui mérite d'être racontée, surtout pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de cette femme avant ce film. C'était mon cas. Et le cinéma, dans le domaine des biopics, est absolument là pour ça, pour nous présenter des personnages qui ont peut-être vécu, des personnages dont on ne connaît pas trop l'histoire, comme Gandhi, Malcolm X, j'ai beaucoup aimé ces biopics. Ce n'est pas un biopic classique, c'est là où le film peut vraiment gagner en puissance. Honnêtement, impression qu'il me donne, c'est un bon film. Est-ce que j'aurais envie de le revoir? Pour certaines séquences, oui. Peut-être pas entièrement, c'est ce que je peux reprocher. Je lui mettrai 14,5 sur 20. Je pense que c'est assez honnête. Pourquoi pas plus? Parce que là, j'ai plutôt vanté le film. C'est que, encore une fois, l'impression de la deuxième partie, tout autour de l'incident, m'a un petit peu moins engagé. J'aurais pas envie de le revoir en entier. Et ça c'est ce qui fait basculer la note, forcément. Et ce qui fait, au final, basculer mon impression sur le film. J'aurais pas envie de le revoir en entier. Les bons films, t'as envie de les revoir en entier. Celui-là, non. Je n'aurais pas envie de revoir ce film en entier. C'est ce qui peut me gêner avec I, Tonya, mais ça reste un film très très bien, c'est un bon concurrent aux Oscars, c'est une très bonne expérience aussi pour Margot Robbie en tant qu'actrice, bien entendu, mais aussi en tant que productrice, parce qu'elle a aussi été productrice du film. Elle croyait vraiment dans le projet, ce qui lui a permis d'avoir des petits plaisirs de producteur. Regardez les audition tapes, le travail en amont qu'elle a pu faire en tant que productrice, les préparations, regarder les rushs. Elle a pu découvrir l'envers du décor tout en étant actrice. Et ça, pour un acteur, c'est formidable. Et n'oubliez pas... attention, j'ai dit formidable. Oh, oh, oh. Épatant, épatant. Je crois que vous allez faire des compteurs au bout d'un moment. Mais
peut-être que ces acteurs qui tentent le travail de producteur, peut-être qu'à un moment ils y prendront goût, et ça nous a donné quand même des réalisateurs qui sont assez impressionnants. Mel Gibson, Clint Eastwood, voilà, j'ai hâte de voir un petit peu comment elle va gérer sa carrière. Franchement, super film. J'espère que cette critique vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de regarder le film. Si vous voulez discuter de ce film avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, que vous avez trouvé que c'était vraiment pas bien, que c'était pas un bon biopic, que ça ne respectait pas l'essence du personnage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre, bien entendu. Quant à moi, eh bien, je vous remercie. Ça a mis du temps à enregistrer, mais j'y suis arrivé. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Voilà, je dis ça à chaque fois, à chaque fin de vidéo, mais vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!